Bienvenue dans 94 degrés à l'ombre, chaque dimanche sur Canal B, de midi à 14h. L'émission a pour objectif le maintien des liens entre personnes détenues, leurs familles, leurs proches et leurs amis. L'émission est assurée par des militants et militantes qui souhaitent soutenir la lutte anticarcérale. Vous pouvez laisser vos messages par téléphone tous les dimanches de 10h à 11h30 au 02 99 52 77 66. Par mail à l'adresse 94 degrés à l'ombre @protonmail.com ou par courrier à l'adresse Canal B, 94 degrés à l'ombre, 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes. Ces messages seront diffusés dans l'émission 94 degrés à l'ombre sur Canal B. Pour suivre l'actualité de l'émission, retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook 94 degrés à l'ombre. A tout de suite. Salut à tous pour ceux qui nous écoutent sur internet, sur YouTube, sur Spotify, tout ce que vous voulez, on s'en fout tant que vous nous écoutez, c'est cool. C'est l'émission 94 degrés à l'ombre, une émission de radio qui est située à Rennes et qui a pour objet de maintenir le lien comme on peut entre les personnes enfermées et leurs proches. Sous la forme de messages interposés, en fait, comme vous l'avez sans doute compris, en début d'émission, donc pendant une heure, on fait des dédicaces musicales, des textes, des gens qui interviennent souvent, qui sont enregistrés soit le matin, soit la veille. On diffuse tout ça. Et comme ça permet aux gens de se parler. Et puis là, on va passer donc, comme Timothée l'a dit, sur le point info. Donc là, on va plus traiter d'actualité, on va parler politique, sur tout ce qui est anticarcéral. On est le 23 mars. Ouais. Et on est beaucoup en studio, en fait. Ouais, on grave, est énormément, on fait coucou. Coucou tout le monde. Moi, c'est Vitesse. Salut Vitesse. Moi, c'est Orman. Moi, c'est Tim. Salut Tim. Moi, c'est Camille. Salut tout le monde. Salut. Et puis on est avec d'autres copains. Si vous voulez dire un petit coucou, là il y a Charlotte. Moi c'est Charlotte, salut. Salut, moi c'est Partoche. C'est Partoche. Je connaissais pas ce prénom, mais bon, ok. Salut, c'est Nino. Tu veux dire plus fort ? Salut, c'est Nino. Salut Nino. Salut Nino. Et du coup, je vais vous faire un petit tour du jour de ce dont on va parler, ouais. On fait ça ou parce qu'on avait un son de transition qu'on voulait vous diffuser. Comme vous voulez. On fait le son de transition. Ah oui, le son de transition. Et après, je vous dis ce qu'on fait. Est-ce que tu veux introduire le son de transition ? En fait, c'est un petit son qui a été fait par une ancienne détenue de la centrale des femmes et que j'ai eu la chance de connaître grâce à Letty. Et une petite meuf très très touchante, qui m'a pas mal. Personnellement m'a touché, a touché Laetitia. Et ce qu'elle vit en ce moment, elle a essayé de le transcrire à travers un freestyle en fait, qui s'est déroulé dans un parc public à Rennes. Un truc totalement de ouf, de psychopathe. Improvisé, quoi. Moi je m'y attendais. Je lui dis attends, tu peux pas le refaire là, je t'enregistre et au moins la personne pour qui t'as développé un peu tout ça, ça serait cool que tu puisses partager ça avec la personne qui t'a inspiré ce texte. Donc ça s'est fait un peu comme ça avec deux téléphones, en mode à l'arrache total. Mais en tout cas, elle souhaitait aussi Inès. Je lui avais proposé de venir dans les studios, mais elle a pas, je pense qu'elle a pas voulu, peut-être qu'elle n'avait pas de temps. Mais en tout cas, elle souhaite dire à Taille qu'elle l'aime plus que tout au monde et qu'un jour, elle espère qu'elle la pardonnera. Voilà, tout simplement. On s'écoute ça ? On s'écoute ça. Bonne écoute à toi, Taille. Profite, écoute les paroles. Et je pense qu'il est important qu'il y ait de la communication. Bonne écoute à toutes. De ouf. Bonne écoute. C'est pour la femme de ma vie, Taille. Ma femme, je t'écris ce texte pour te dire à quel point je t'aime à tes côtés, je veux fonder ma famille, je n'ai jamais eu, car je sais que c'est toi et pas une autre dans ma vie. Et pas une autre dans ma vie, j'ai fait de la merde et j'en suis désolé, c'est pas du tout ce que je voulais, moi je voulais juste épargner. Le trou noir dans lequel j'étais tombé était tellement profond que bébé je voulais pas t'y emmener. Toutes ces années enfermées ici, j'ai cru que dehors ça serait grave facile, mais je me suis bien trompé. Car dehors c'est grave compliqué, je ne trouve pas à même parler, j'ai du mal à le faire devant les gens. Alors qu'à l'ancien je parlais tout le temps. Avec toi tu t'en rappelles, toujours en train de rigoler, toujours en train de me montrer. Mais je t'avoue que là c'est compliqué, je préfère m'enfermer dans mon appartement et me dire que j'ai peur des gens. C'est plus facile, celle que je voulais à mes côtés c'était toi. Au final j'ai rien à prouver, à part à toi.
à part à toi. Toutes ces années enfermées, moi j'ai cru que ce serait facile, mais au final c'est sans toi que c'est plus compliqué. Avec toi je veux pas oublier les années qu'on a passées enfermées, non. Je t'aime et t'es la femme de ma vie, j'avoue j'ai grave merdé, mais s'il te plaît faut me pardonner. Je ferai tout pour faire ce qu'il y a à prouver, t'inquiète pas, même s'il faut ramer des années, ben je le ferai. À ta sortie je serai présente, et s'il faut venir, ben je viendrai, Je t'ai même renvoyé le parlu, je me suis dit peut-être que ça pouvait refonctionner. S'il te plaît, laisse-moi juste m'expliquer. C'est pas toi que j'ai mis sur le côté, mais ma fierté est là. J'essaye de t'écrire un texte posé dans un parc avec les si et l'ancien, J'essaye de te faire passer un message pour te dire à quel point je t'aime et que t'es la femme de ma vie, qu'à tes côtés. Moi, que je veux être unie, s'il faut se marier, bah moi je le ferai. S'il faut t'épouser, je serai le premier devant le heb. T'inquiète pas quand te faudra le faire. Je sais que c'est que des paroles et que j'en ai pas l'air, mais je t'aime du plus profond de mon cœur. Depuis petit déterminé, mais y'a pour toi que je veux prouver. Et y'a pour toi que je veux prouver. Eh bébé, dis-moi de ramener, pour toi je le ferai. Pas le temps de pleurer, pour toi je suis condamné. Le jour où tu me tendras là, moi je me lèverai. Mais aujourd'hui, je t'avoue que je suis bien tombé. Marie-moi, mi grave des balayettes et la vie avec. Mais pourtant y'a que toi qui me fait si mal au cœur, loin de toi. Loin mon âme sœur, je n'ai plus de cœur, non il me bat plus que je veux. C'est en train au téléphone te dire à quel point je t'aime et à quel point je serai présente. Ouais j'avoue j'ai déconné mais taille, je t'en supplie, mon bébé faut me pardonner, Mon bébé faut me pardonner, Mon bébé faut pardonner, taille, je t'aime. T'es la femme de ma vie, taille, je t'aime. T'es la femme de ma vie, taille, je t'aime. T'es la femme de ma vie, taille, je t'aime. Et je t'aime à la folie, Et je t'aime à la folie, Et je t'aime à la folie, Et je t'aime à la folie. J'espère que tu pourras me pardonner car t'es la femme de ma vie, Car t'es la femme de ma vie, Car t'es la femme de ma vie, taille, c'est pour toi, J'ai cru ça. Merci Inès pour ton super son. Piou, piou, piou. Piou, piou, piou. Merci, voilà. Du coup, on va enchaîner avec le point info. Donc, je vais vous faire un peu un ODJ, un ordre du jour. Donc, on va parler... Un ODJ. On va parler de Caen et d'un événement qui s'est passé à Caen. Et on va vous lire un petit tract. Je vous tease pas plus. Voilà. Après, en deuxième point, on va parler de la manif du 15 mars, samedi 15 mars à Blois, notamment pour Aurélie Garand et le meurtre de son frère Angelo. Donc on va parler de ça et de l'enfermement des voyageurs en général. Meurtre par les Condés, par la police. Voilà, par le GIGN. On en parlera plus en détail. Après, on va revenir encore une fois, mais il faut qu'on revienne dessus, sur la loi narcotrafic. Voilà, j'ai mis des guillemets entre grosses guillemets. Après, on va revenir sur l'expulsion jeudi matin, c'était ça ? Je sais plus. De la Gaîté Lyrique. Voilà, on va vous parler de cette expulsion. Et ensuite, on va parler de la manif de samedi hier, en fait. Il y avait un appel national à mobilisation antiraciste. Voilà, et on va parler du système carcéral raciste, voilà, globalement. Et après, on va vous parler d'événements qui arrivent prochainement avec le SPAR sur Rennes. Voilà, donc je propose qu'on enchaîne. Tim, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Qu'est-ce qui s'est passé à Caen récemment ? Ouais, en gros, il y a des camarades de Caen qui ont sbeulé, comme on dit, une intervention de l'administration pénitentiaire dans leur fac. Donc on saboté, c'est ça ? Ouais, bah je crois qu'ils ont mis un peu de son. Alors, dans leur texte, elle disait qu'il y avait déjà personne de base qui était venu à l'événement, mais en gros, voilà, l'administration pénitentiaire qui allait dans les facs pour essayer de recruter des matons, des directeurs et directrices de tôle, des métiers passion. Bien sûr. Et du coup, voilà, donc déjà bravo à LE, c'est cool. Grave. De juste pas accepter la paix dans nos facs. De marquer le coup, quoi. Ouais. Et il y a aussi qu'elles ont publié un tract qu'on trouve assez cool et tout, et qu'on voulait vous partager du coup. Donc on va vous le lire. Grave. On fait ça chacun notre tour, ça vous va ?
Genre paragraphe par paragraphe, quoi. Carrément. Allez. Donc voilà le texte, le tract des camarades de Caen pour dire « Nous sommes contre la prison ». Nous sommes contre la prison parce qu'elle est née et s'est développée pour défendre les privilèges des riches et des puissants. Nous sommes contre la prison parce qu'elle est une menace au-dessus de toutes les têtes qui sortent du rang pour les forcer à accepter les règles du jeu qu'elles n'ont pas choisies. Nous sommes contre la prison parce que le sens de justice et d'égalité ne seront jamais contenus dans aucun code pénal. Nous sommes contre la prison parce que les règles de ces sociétés sont basées sur le fric et la compétition et que nous voulons un monde basé sur la solidarité et la liberté, un monde dans lequel les accords réciproques sont les fondements du vivre ensemble. Nous sommes contre la prison parce que rien de bon n'a jamais grandi sur la punition et la soumission. Nous sommes contre la prison parce que les pourris sont ceux qui en détiennent les clés. Nous sommes contre la prison parce qu'elle nous a arraché trop de jours, de mois, d'années ou d'amis, d'inconnus, de compagnons. Nous sommes contre la prison parce que nous voulons changer radicalement cette société, pas nous faire intégrer pacifiquement dans ces métropoles, ces quartiers d'affaires sécurisés, ces places aisées et ces supermarchés. Nous sommes contre la prison parce qu'une société qui a besoin d'enfermer et d'humilier est elle-même une prison. Nous sommes contre la prison parce que le bruit de la clé dans la serrure d'une cellule est une torture quotidienne, l'isolement une abomination, la fin de la visite une souffrance, le temps enfermé un sablier qui tue à petit feu. Voilà, du coup, c'est ce qui a été distribué aux personnes qui étaient là pour cette intervention de l'administration pénitentiaire. Et voilà, donc je sais pas si vous voulez rebondir ou on peut. Je pense que c'est assez clair. C'est assez parlant, ouais. C'est assez explicite. Ouais, de ouf. Et du coup, peut-être qu'on peut juste poursuivre notre petit point info. Tout à fait. Chronologique. Oh, wow. Et donc, nous, on voulait vous parler de la manif du 15 mars, samedi 15 mars. Donc, ce que je vous disais, pour contextualiser, il y a 8 ans, Angelo, le frère d'Aurélie Garand, il a été tué par le GIGN parce qu'il a décidé de ne pas rentrer d'une permission. Il était en permission de tôle, quoi, et il a décidé de pas rentrer et le GIGN est venu le chercher entre guillemets et ils l'ont tué, quoi, devant sa famille et voilà. Et donc Aurélie Garand, elle a initié une procédure judiciaire. 8 ans, ça fait 8 ans de procédure judiciaire. Putain. C'est énorme, c'est hyper long. Ouais. Et en fait ça a été la dernière nouvelle, c'est que le CEDH, la Commission européenne des droits de l'homme, c'est ça ? Exactement, wow, merci. J'ai bien retenu. Waouh. A refusé de reconnaître le droit à la vie d'Angelo. Donc c'est hyper violent, là, c'est un nouveau coup dur pour la famille. Okay. Ouais, elle a donné raison aux gendarmes. Exactement. Ouais. En gros, le droit à la vie n'a pas été accepté, c'est hyper violent. Et donc, il y avait manif à Blois le 15 mars. On a eu un petit témoignage d'une camarade qui était là-bas. Qui a écrit un texte, c'est ça ? C'est ça. Que je vais vous lire là. Donc, qui nous dit « Nous étions une centaine, très visible et très bruyante dans la ville. Sa famille était présente, bien sûr, ainsi que quelques personnes d'organisations locales, mais aussi AWA, liées avec le collectif Justice et Vérité pour Babacar, qui a été tué à Rennes en 2015, si je dis pas de bêtises. Voilà. Il y a eu, qui a été tué par la police à Rennes, et Michael, le gilet jaune, qui a été grièvement blessé à Sainte-Soline. Aurélie a répété plusieurs fois que la vérité judiciaire avait été rendue, mais qu'elle distingue la vérité de la vérité du meurtre, quoi, par le GIGN de son frère, et que maintenant le parcours judiciaire de 8 ans est terminé avec le refus de la CEDH
CEDH, donc tu peux me redire Camille? La Commission européenne des droits de l'homme. Ah ouais, donc de reconnaître le droit à la vie d'Angelo. Donc c'est un nouveau combat qui commençait pour la vérité et donc contre le permis de tuer. Pour compléter le jet de peinture envoyé régulièrement dans la cour du tribunal, pour que le tribunal en garde la mémoire, Aurélie a jeté sur le parvis au milieu de tous en s'adressant vivement aux flics qui se tenaient non loin. Donc le dispositif policier, il était important au départ, mais la camarade nous dit que c'était une manif qui donnait de la force. Donc voilà, ça c'était le 15 mars à Blois. Moi je voulais vous parler plus largement de l'enfermement des voyageurs, parce qu'Aurélie et Angelo, c'est des personnes qui sont voyageurs, et donc nous on parle pas que des enfermements de la prison, mais c'est un autre enfermement spatial, les aires d'accueil, que d'assigner à résidence les gens en disant bon t'as le droit d'habiter que là, t'as le droit d'être que là, et t'es illégal partout sur le territoire si t'es un voyageur ou comme disent les gens un gitan. Oui, voilà, avec tous les préjugés racistes qu'il y a, c'est du racisme anti-tsiganisme, ça s'appelle. C'est ça le terme qui est posé. Beaucoup de sédentarisation forcée en fait, où on force les gens à se poser à des endroits qui en plus de ça en général sont des endroits hyper pollués, hyper bruyants. Ouais. Carrément. Où il n'y a pas du tout d'installation publique et tout. On les met bien cachés, on les cache. Ouais. On cache carrément. Là, et du coup, là, je voulais enchaîner avec une référence parce que y a quelqu'un qui a fait un taf hyper important là-dessus. En France, c'est William Hacker. Ça s'appelle « Où sont les gens du voyage ? Inventaire critique des aires d'accueil ». Et en fait, aux éditions du commun. Et donc, c'est un voyageur qui a fait un inventaire des aires d'accueil entre grosses guillemets, parce que accueil, on voit ce qu'il y a dedans. Mais ouais, du coup, il a répertorié toutes les aires d'accueil en France et avec les statistiques du nombre d'aires polluées, donc 698 aires polluées en France, et c'est 70% d'aires isolées des villes. En fait, l'idée, c'est vraiment moins on les voit, comme tu disais, normal, oui, moins on voit les voyageurs, mieux les sédentaires se portent. Plus ils sont cachés de la vue de ce qui pourrait nuire à la commune. Ou... Carrément. Carrément. Et donc c'est aberrant, ça, c'est vraiment une stigmatisation, et c'est systémique, c'est ça, c'est que c'est vraiment genre, on va vous décider de vous enfermer, et je voudrais revenir sur les lois qui disent oui, il faut construire des aires d'accueil. On pourrait se dire ouais, les collectivités elles sont contre construire des aires d'accueil, et c'est horrible, c'est vrai, il y a des collectivités qui veulent pas construire des aires d'accueil, mais imaginons toutes les collectivités feraient leur taf entre guillemets, et ça voudrait dire que 94% du territoire en France ne serait pas accessible aux voyageurs. En fait, on viole la loi. En fait, voilà, il y a un texte de loi qui dit, je sais plus exactement le texte précisément ce qu'il est au niveau des précisions, mais au-delà d'un certain nombre d'habitants, les communes ont l'obligation de mettre en place en fait des aires d'accueil pour les gens du voyage, et en fait bon nombre de communes ne respectent pas cette loi. Mais en fait, au-delà de cette loi, c'est, imaginons, moi ce que j'avais compris, c'est aussi imaginons que toutes les aires d'accueil seraient faites, ce serait vraiment ça, c'est le contrôle et de l'enfermement, parce que comme ça on sait où tu es, tu vois. C'est vraiment genre t'as le droit d'être là que c'est référencé. C'est référencé, et voilà, et c'est en gros on sait où sont les voyageurs, quoi. Comme tu disais, ça c'est caché, souvent c'est à côté des décharges, dans les endroits bizarres, derrière la rocade. Après je suis vraiment pas étonné que souvent les gens du voyage, quand ils découvrent en fait les terrains qu'on leur indique où ils peuvent mettre leur caravane, ils hallucinent, parce que c'est sale, c'est pollué, comme tu me disais, à côté des poubelles, ça donne pas envie, quoi. Surtout quand vous avez des enfants et que vous êtes contraint à un minimum d'hygiène, ne serait-ce que pour les enfants. Et la vérité, c'est qu'il y a vraiment il y a un historique en fait à tout ça. Et ça date de la Seconde Guerre mondiale, si j'ai bien compris.
pendant les déportations, en fait, on oublie toujours de mentionner que les tziganes, les voyageurs, en fait, eux aussi, ils ont été déportés, eux aussi, ils ont été massacrés, et ça a été les premiers. Et les derniers à sortir après les collabos, t'imagines ? Exactement. On a dit que la libération et tout, et que les gens qui ont été libérés, c'était, je sais plus en quelle date, en 45 ou un truc comme ça. La vérité, je crois que c'était 5 ou 10 ans plus tard qu'ils ont été libérés, les voyageurs. C'est quelques années plus tard, c'est 2-3 ans plus tard, et en fait, c'est ça, et c'est sous couvert de... En fait, c'est... En gros, l'idée, c'est plus longtemps on vous enferme, plus on pense que vous allez rester sédentaire. En fait, c'est sous couvert de, comme tu disais, Partoche, de te sédentariser, quoi. Vraiment, l'idée, c'est on t'enferme pour qu'on puisse voir qu'après, tu puisses plus voyager. Parce que voyager, c'est quoi ? C'est être nuisible, c'est on peut pas te choper. Ils espèrent changer ton ADN, ta façon de vivre que t'as toujours vécu, en fait, en t'habituant à vivre un truc. En gros, c'est ça, ça dérange quelque part. Il dérange. Il y a des préjugés qui ont la vie dure, et voilà, c'est comme si. Oui. Bah, en réalité, c'est même avant la Seconde Guerre mondiale et les persécutions des nazis, parce que, effectivement, c'est très significatif, mais en fait, même avant ça, pour moi, on pourrait lier ça à la création des États-nations, le 19e siècle, genre quand les États se sont constitués, et que du coup, on considérait comme problématique et comme limite une maladie de l'État qui était en train de se constituer, d'avoir des personnes qui, en fait, n'avaient pas de compte à rendre à l'État, ou n'avaient pas de fidélité à l'État, en vertu du fait justement de voyager, de passer les frontières, et en gros on les accusait d'être des ennemis de l'intérieur, qui en plus de ça circulaient potentiellement entre différents pays ennemis. Mais PTDR. Et surtout, moi j'ai l'impression que c'est pas fini du tout cet enfermement en fait. Certes, ils ont été libérés, même après des milliers de morts, j'imagine, chez les voyageurs. En fait, il faut savoir qu'il y a eu des fiches qui ont été données à chaque famille pour que l'État contrôle où sont les voyageurs. Ils devaient cocher dans quelle aire d'accueil ils étaient, et ça c'est encore le cas, si je me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe. Et pour moi c'est vraiment du fichage, et justement c'est du fichage ethnique, il n'y a pas d'autre mot. Et pour tous ceux qui diraient que les voyageurs ils vivent au crochet de la société, ils profitent et tout, en fait c'est faux. Ils payent des taxes, ils payent je sais plus combien c'est par mois. L'aire d'accueil, ça dépend des aires d'accueil, et en plus donc c'est fluctuant selon les sociétés privées qui sont sur les aires d'accueil. C'est chaud. Donc c'est chaud. Mais ouais, je rebondis là-dessus. En fait, ce qui existait déjà au 19e, c'est avant la carte d'identité. En fait, c'est à cause de stigmatisation des voyageurs qu'il y a eu le concept de carte d'identité. En fait, c'est le concept du carnet anthropométrique. Alors, carnet anthropométrique, voilà, qu'est-ce que c'est ? C'est un carnet où il y aurait exactement... en gros, les voyageurs devaient avoir un carnet où ils se présentaient devant chaque municipalité, enfin à la police, et dire on est avec telle personne de telle famille, et en gros s'il y a une personne qui manque, c'est louche, quoi. Ça veut dire qu'elle est partie, ou qu'elle est en train de, je sais pas, faire des bêtises, on sait pas, mais ça en fait essentialiser les gens dès le 19e siècle, et après ça a été c'était stigmatisation sur stigmatisation, et après ça a mené à la carte d'identité comme toute personne, quoi, non voyageur, mais c'est hyper loin. Et je vous rappelle du coup le bouquin qui raconte ça, William Hacker, Où sont les gens du voyage, inventaire critique des aires d'accueil. Et du coup je fais du lien avec ça parce que Aurélie Garand, elle a écrit un bouquin. Ouais, incroyable ce bouquin. Qui s'appelle Depuis qu'ils nous ont fait ça. Où elle parle de la mort d'Angelo et tout le contexte de stigmatisation et de racisme envers les voyageurs. Et je crois qu'elle vient, on nous a donné l'information qu'elle venait sur Rennes le 26 avril. On vous donnera les infos quand on aura tout, mais en fait, on a les infos. Ouais, c'est vrai, trop bien. Ah non, j'ai plus le lieu exact, mais je peux au moins donner l'horaire. Ah si, c'est pas la presse. À la presse. On n'a pas encore. À la prochaine émission, on vous donnera l'adresse exacte, mais en gros, ce sera dans une salle qu'on loue à la presse. Ce sera près du quartier Jacques Cartier à Rennes. Donc du coup, trop le 26 avril à 14h. Ok. C'est un samedi, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, on nous a dit aussi qu'il y avait un arpentage qui était organisé.
N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous voulez y participer. Un arpentage, c'est quoi? C'est séparer un livre en plein de parties, sachant qu'il est déjà assez petit ce livre, mais ça permet de rendre accessible la lecture, parce que on sait que c'est un truc, si t'as pas été éduqué dedans, c'est compliqué de te plonger dans un livre en fait, tout simplement. Donc si on veut mettre en commun tout ce qui a été écrit par Aurélie Garand, justement, il y a un arpentage qui est organisé en mars ou en avril. Le 29 mars, 29 donc mars. samedi prochain. Samedi prochain, ok. Et envoyez-nous un message sur 94 degrés à l'ombre @protonmail.com, ou sinon vous pouvez nous appeler le dimanche de 10h à 11h45, ou nous envoyer un message sur Facebook. On sera très content de vous donner l'adresse. Carrément. Et du coup, ça, c'était le point Aurélie Garand, enfermement des voyageurs. Et on vous invite à se renseigner sur le racisme anti-tzigane et en général sur ce que c'est les aires d'accueil, entre grosses guillemets, en France, et les dingueries que ça représente, quoi. Voilà, et de pas essentialiser les gens. Voilà, globalement. Ok. Trop cool. On peut passer. Enchaîne sur le prochain point? Moi je voulais vous parler un petit peu, j'ai ouvert Instagram hier soir et arrêtez de rire. Et je suivais de près justement ce qui se passait avec la loi narcotrafic. Donc on peut peut-être faire un petit historique. Loi narcotrafic, si vous voulez m'aider, c'est en gros une loi qui a été proposée par le gouvernement, je crois, qui vise à judiciariser un peu le trafic de drogue, à renforcer la répression et les moyens surtout d'enquête. Donc par exemple avec le déchiffrement des applications de messagerie comme Signal, vous savez, il y a des applications qui existent pour parler sans que les messages puissent être interceptés. Le gouvernement veut justement interdire ce chiffrement et avoir accès à tous nos messages. Plein d'autres outils judiciaires comme la visioconférence pour les grands bandits du narcotrafic, comme on dit avec des grosses guillemets, parce que en vrai ce qu'ils appellent narcotrafiquants, c'est le dealer du coin qui te sourit quand tu passes et il se passe rien de plus, c'est un mec en bas de la chaîne, quoi, et qui se fait lui-même exploiter. Bah oui. Et donc plein de mesures comme ça, et j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer que l'Assemblée a refusé toutes les mesures sur le chiffrement qui s'attaquaient non pas comme ils disent aux narcotrafiquants, mais également à tous les militants et tout contre-pouvoir en fait, tous les gens qui s'opposent. C'est de la violation de vie privée, tout simplement. Carrément, sous couvert de sécurité, entre guillemets. Ils veulent bien faire peur avec des mots bien compliqués, narcotrafiquants, on vient instaurer la peur, mais voilà, c'est comme tu disais tout à l'heure, le mec il a quelques barrettes de shit dans la poche, et tout de suite on monte sur ses grands chevaux. Allez demander plutôt au surveillant combien de shit il rentre. Ouais, exactement. Même au keuf en vrai. Ouais, même au condé, pareil. Toutes les saisies qu'on retrouve jamais et qui disparaissent comme par enchantement. Enfin bref. Et il y a aussi un truc, je sais pas si t'avais prévu d'en parler ou quoi, je veux pas te couper l'herbe sous le pied. Vas-y, je t'en prie. Mais où tout l'arsenal juridique entre guillemets lié au narcotrafic, c'est aussi un gros cheval de Troie de mesures racistes en fait, notamment dans le contrôle policier, etc. Ouais. On en a eu un exemple à Rennes assez récemment avec le siège de la CRS 8 dans le quartier du Blône, je crois, où en fait c'était vraiment pendant des semaines des familles, des enfants qui allaient acheter leur pain, qui allaient à l'école, en passant devant des rangs de CRS armés jusqu'aux dents, au nom de la lutte contre X ou Y trafic de drogue, je ne sais quoi. Et en fait, c'est évident que la drogue, pour connaître un peu Rennes, un peu les milieux étudiants et tout, elle circule autant au Blône qu'à Carène 2, qu'éventuellement dans le quartier du Tabor, quoi, qu'à la mairie peut-être. Enfin voilà. Et je pense qu'il y a vraiment ce truc, même depuis les années 70 avec la guerre contre la drogue aux États-Unis, qui a vraiment permis l'émergence d'un contrôle policier et judiciaire des populations pauvres et non blanches. À base de contrôle de routine, mais en fait chaque jour ou voire 2 fois par jour. Pioche, tu voulais intervenir peut-être par rapport à ça? Ouais, effectivement ils ont fait. Donc en gros le nom de l'opération c'était Place Net. Bon alors déjà. Voilà quoi, ça fait déjà un peu mal rien qu'à entendre. Et c'était pas qu'au quartier du Blône, il y a eu du côté de Bréquigny à Maurepas.
Ouais, à Kennedy évidemment, Ouais. parce que là ça fait des mois que sur la dalle de Kennedy il y a en permanence une voiture de police, enfin en permanence. Pas tous les jours, mais elle est quand même là extrêmement souvent. Donc, Il y a une période où elle était là tous les jours. Hein. Une période où elle était là tous les jours, une période où on voyait effectivement la CRS qui du coup, autant la journée que la nuit, faisait des rondes par 3 avec des flashballs et tout. Et à Morpa effectivement, où pour le coup, en fait, il y a toujours une justification parce que de temps en temps, il y a des événements dramatiques, que ce soit d'ailleurs dans les quartiers ou ailleurs, hein, même en plein centre-ville de Rennes, ça arrive. Mais donc il y a eu des fusillades à Morpa et donc du coup ça a justifié la présence de la CRS pendant des nuits et des nuits, pendant des semaines où tout le monde était du coup enfermé chez soi. Enfin, c'était vraiment extrêmement glauque. Et l'ambiance du quartier, elle en a vraiment pâti, quoi. Perso, moi, ça me rassure pas du tout de voir la CRS, alors qu'en vrai, une fusillade, je sais qu'elle m'est pas du tout destinée. La CRS, elle, par contre, elle va me fouiller, et d'autant plus si t'es racisé, même 100 fois plus, j'imagine. Donc, je voulais juste rebondir là-dessus en mode non, ce n'est pas rassurant d'avoir la CRS et jamais ça sera un gage de protection. Ouais, et puis même par rapport à la loi narcotrafic, là. On a l'impression à écouter là que c'est depuis que Darmanin il a été élu garde des Sceaux qu'ils sont en train de se dire peut-être, mais ça a toujours existé. Je veux dire les quantités là, les trucs, les narcotrafiquants, les stupéfiants, ils ont toujours été aussi présents dans les détentions. Ça fait 10 ans, ça a toujours été. Et puis le fait de se réveiller, comme ça, on a l'impression qu'il se réveille là tout d'un coup parce qu'il a envie de durcir les conditions de détention. Et en fait, il utilise en fait cet argument-là, mais voilà, c'est juste pour dire pour faire peur aux gens, mais ça a toujours existé. Alors c'est pas nouveau, voilà. Et puis on sait que de toute façon, arrêter et harceler les dealers locaux, ça sert pas à grand chose à part à déstabiliser les trafics précisément. Et c'est ça qu'il faut augmenter le niveau de violence. Donc juste ça ne sert à rien et ils donnent juste l'impression de faire quelque chose alors qu'ils aggravent la situation, quoi. Oui, et puis en plus rassembler tous les trafiquants ensemble, c'est là qu'il va l'avoir son cartel au lieu de lutter en fait, il va générer en fait une espèce d'école du stup. Et c'est pas pour moi c'est pas vraiment la bonne marche s'il veut vraiment lutter contre le narcotrafic. C'est pas la meilleure façon de s'y prendre. En tout cas c'est de la logique, mais bon, apparemment, il a fait les grandes écoles, ce monsieur. Super. Mais tu voulais Camille, parler aussi de ce qui a été adopté, parce que ça, à la loi narcotrafic, il y a autre chose qui a été adopté sur la visioconférence, c'est ça ? De ce que je me suis renseigné, c'est-à-dire pas grand-chose que j'ai pas trop eu le temps, je vous avoue. T'inquiète. J'ai trouvé que, du coup, la visioconférence, je vous en ai parlé un tout petit peu très brièvement au début, mais la visioconférence pour les détenus soi-disant dangereux a été adoptée et systématisée, si j'ai bien compris. Donc, c'est-à-dire que quand tu dois aller voir un juge et que tu es déjà en prison, donc si tu es jugé sur une autre affaire ou même si tu es rejugé en appel, maintenant tu n'as plus le droit de te déplacer jusqu'au tribunal, ce qui était en vrai une bribe, une toute petite liberté qu'on t'accordait en mode c'est bon, je peux souffler, je peux au moins voir la lumière du jour au moins une fois dans l'année, quoi. Ça a été, et puis même un moyen de se défendre aussi, hein, parce que on sait que ce soit les trafiquants de drogue ou même plein de gens, c'est compliqué de se défendre devant un juge, c'est très déstabilisant en fonction de ta classe sociale et en fonction de comment tu as été éduqué. C'est pas fait pour que tu te défendes, en tout cas, c'est surtout fait pour t'incarcérer. Je le répète, la justice ne sera jamais du côté des classes populaires. Là, en fait, ça va encore amoindrir ce droit de se défendre, parce que quand tu es en visioconférence devant un ordi, on sait très bien que c'est encore plus compliqué et qu'on te laisse beaucoup moins de droit à la parole. Carrément, et puis t'es déjà encore plus déshumanisé, enfin, t'es face à un écran, enfin, c'est n'importe quoi. Et en fait, je reviens là-dessus aussi parce qu'on a eu, il y a quelques semaines, une personne qui a réussi à s'évader comme ça en partant de Calais en un appel, et en fait ils savent très bien que c'est une possibilité d'évasion, et du coup le fait de mettre en visio ça enlève cette possibilité d'évasion encore, de se barrer, quoi, de ce seul moment de liberté entre guillemets où t'es escorté, clairement, enfin genre faut pas se leurrer, c'est pas de la liberté mais où tu vois la lumière du jour, mais ouais c'est vraiment dégueulasse, quoi, et de ouf.
Ah oui, tu parles là du mec là qui s'est barré. J'ai plus son blaze, mais. Ouais, mais Sartak à lui, franchement, bien ouais. Ouais, c'est clair. GG, vraiment. Je crois que c'était une histoire il allait aux toilettes sur une aire d'autoroute où ils allaient au tribunal et il s'est barré. Et GG en vrai, enfin. Voilà quoi, mais du coup, ouais, le fait de mettre la visioconférence, ça enlève aussi cette possibilité-là. Et c'est vraiment dégueulasse, quoi. Ouais, bah là, je suis sur un article justement de l'Humanité où ils ont un peu interviewé. Alors apparemment, c'est l'organisation des magistrats qui disent que les acteurs du entre guillemets haut spectre du trafic de stupéfiants ne s'expriment souvent que peu, voire pas. Cela risque de devenir systématique si la visioconférence était effectivement généralisée. Et ça, c'est le syndicat des juges qui dit ça et qui voit dans l'interrogatoire une, je cite, interaction clé. Au vu du nombre d'amendements encore à examiner ce vendredi, les débats pourraient se prolonger ce samedi. Et j'en profite justement pour terminer sur cette information qu'en fait, faut pas qu'on baisse la garde, que ça soit pour les messageries cryptées ou même pour ce truc de visioconférence. En fait, c'est pas parce que ça a été refusé une partie de cette loi que ça va pas être remis sur la table. On l'a vu avec les nombreux 49.3 ces dernières années. On a vu comment le gouvernement il forçait quand il avait un projet de loi et surtout d'une ampleur aussi grande. Et du coup, on sait très bien que ça va revenir, que ça soit dans un mois ou dans 2 ans. Faut vraiment pas qu'on baisse la garde. Faut qu'on reste informé. Faut qu'on discute entre nous et qu'on s'organise en fait et de manière autonome. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur le prochain point ? Sauf si quelqu'un avait autre chose à rajouter. C'est vrai que c'est bien de demander. Ok. Et du coup, on va enchaîner avec le point sur l'expulsion de la Gaîté Lyrique. Tim, tu peux nous parler de la Gaîté Lyrique ? C'est où ? C'est à Paris ? Oui, c'est un théâtre à Paris. Donc qui a été... où plusieurs mineurs non accompagnés se sont réfugiés pour avoir un abri et tout ça. Et donc ça a donné lieu dans la semaine, jeudi matin, à une intervention super violente des flics. Je pense que on peut commencer par vous lire une partie du communiqué du collectif des jeunes du parc de Belleville. Donc je vous le lis. 25 OQTF, un placement en CRA, qui sont les prisons pour les personnes qui n'ont pas les bons papiers, plusieurs dizaines de blessés. La traque aux mineurs isolés se poursuit à Paris. Communiqué de l'évacuation de la Gaîté Lyrique par les jeunes du parc de Belleville et appel à témoignage. Le 18 mars, vers 5h40, moins de 24 heures après le placardage par la préfecture de l'arrêté d'expulsion, un dispositif quasi militaire encercle la Gaîté Lyrique. Des centaines de CRS, gendarmes, policiers municipaux et nationaux et des drones nous ont nassés et chargés toute la matinée. Nous rappelons que lors de l'arrivée des forces de l'ordre, les jeunes étaient déjà sortis d'eux-mêmes, du bâtiment, afin d'éviter une interpellation et violence policière. Cette opération témoigne de la volonté du gouvernement Bayrou de faire de l'évacuation de la Gaîté Lyrique un exemple d'un énième durcissement des politiques anti-migrants. Un rassemblement devant le théâtre a duré toute la nuit pour empêcher une évacuation sans mise à l'abri. Les soutiens ont fait des cordons devant les jeunes pour leur éviter d'être directement la cible de la police. Les forces de l'ordre n'ont eu de cesse d'essayer de briser ces lignes de soutien afin d'isoler les jeunes. Une 60aine de mineurs isolés seront interpellés. Au moins 25 d'entre eux repartent avec une OQTF, malgré les papiers attestant de leur recours de minorité. Il s'agit de mesures totalement arbitraires et illégales, puisque les mineurs en recours ne peuvent pas être sujets à des OQTF. Leurs dates de naissance ont été modifiées par la police, malgré les documents d'identité qu'ils présentaient. Un jeune aurait ainsi atteint ses 18 ans le jour même de l'expulsion. Quel hasard. Et voilà, c'est un communiqué qui est assez long. Vous pouvez le retrouver sur Info Libertaire par exemple ou plein d'autres sites. C'est donc le communiqué du collectif des jeunes du parc de Belleville. Okay. Et voilà, il y a beaucoup de trucs à dire là-dessus sur la période qu'on vit qui est juste qui date, mais une accumulation, j'ai oublié le mot que j'ai en tête.
genre toujours plus dans les propositions. Une accumulation et un accroissement de la chasse aux étrangers et étrangères, des propositions racistes et hyper violentes. Là on parle de quelques centaines de personnes. Je crois que c'était très difficile de savoir exactement combien de personnes il y avait, de mineurs. Et on est plus de 70 millions, je crois, en France. Et c'est fou de voir à quel point on pourrait juste accueillir tout le monde, quoi. On pourrait abolir les frontières déjà, mais je pense qu'ils en sont pas là dans la réflexion, mais c'est pas trop leur demander quand même de voir les moyens qui sont employés pour faire en sorte qu'une centaine de personnes soient pas acceptées, ça va rien changer à leur vie, quoi. Je veux dire, 100 personnes depuis. Faut savoir que là en plus c'est un peu particulier parce qu'on arrive à la fin du mois de mars, donc c'est la fin de la trêve hivernale. Ça veut dire que les expulsions elles vont reprendre et ça concerne aussi les gens qui sont dans des endroits squattés. Typiquement là c'était la gaieté, par squatter. À Rennes par exemple, là, cette semaine probablement va y avoir l'expulsion du gymnase Félix Masson où pareil, il y a beaucoup de personnes sans papier, beaucoup de mineurs qui se trouvent là-bas. C'est le collectif des immigrés abandonnés et des mineurs isolés de Rennes, le CIAMIR. Le CIAMIR qui est du coup un collectif autonome de personnes sans papier et mineurs isolés. Autonome, c'est quoi ? Quoi ? Tu peux définir autonome ou... Autonome dans le sens où là pour le coup c'est pas une association ou un collectif de soutien aux personnes sans papier, c'est vraiment elles et eux qui se sont constitués en une organisation et qui va essayer de faire les choses par elles-mêmes. Voilà, quoi. Ce qui est très important en vrai. Ouais. Et donc faut rester connecté avec ça, c'est vraiment très important parce que là partout en France ça va être le moment où toutes les personnes qui se sont mis à l'abri pendant l'hiver on va les mettre dehors, quoi. Sachant que c'est arrivé à Rennes très récemment, on sait très bien que c'est pas respecté la trêve hivernale et qu'il y a plein de petites réglementations qui donnent un peu un passe-droit. On l'a vu, il y a eu 2 ou 3 squats je crois expulsés à Rennes pendant l'hiver justement, où juste il y avait des gens qui tentaient de dormir au chaud dans des endroits inoccupés. Waouh, un truc de ouf, quoi. C'est quel toupet, comme on dit. Pardon, je t'en prie. Il y avait aussi dans ce communiqué la question de la détermination de l'âge des personnes, et c'est aussi un truc qui donne lieu à des pratiques hyper violentes. Je pense notamment au test osseux. En gros, c'est essayer d'avoir une fourchette de l'âge d'une personne en fonction d'un test osseux, de l'état de ses os ou quoi. Et c'est un truc que la communauté scientifique dit vraiment que c'est pas crédible, que ça n'a pas de sens scientifiquement de se fonder là-dessus pour déterminer l'âge d'une personne. Et c'est quand même un critère qui est souvent utilisé par les pouvoirs publics, en droit pénal aussi. Donc quand il s'agit de punir un type... Carrément, et tout ce truc de... en fait, ça rentre dans... On n'a pas dit le terme, mais ça rentre dans des politiques migratoires répressives et punitives et politiques aux frontières qui s'augmentent. On pense à Frontex, on pense à plein de... La loi Darmanin, on pense à plein de répressions... raciste et juste politique migratoire de merde, et ça c'est sur la détermination des mineurs. Là on parle de MNA, donc mineurs non accompagnés, mais en fait ça vaut pour toutes les personnes. En fait là on parle de mineurs parce que ça attendrit un peu les gens quand on parle de mineurs, mais que ce soit des mineurs ou pas, venez quoi, bienvenue. Et ce truc de ce que tu disais sur déterminer l'âge, ça peut passer par des trucs scientifiques hyper foireux et hyper horribles, mais ça passe aussi par des interrogatoires, et on essaye de savoir ta vie. En gros, tu dois dérouler toute ta vie et selon ce que tu as vécu. Donc c'est du subjectif, on détermine ta date de naissance selon ce que tu dis et selon
en gros si t'es crédible ou pas, quoi. Mais donc ça veut dire qu'on décortique toute ta vie pour savoir si oui ou non t'as moins de 18 ans, et éventuellement peut-être t'as moins de 18 ans, mais la politique la politique administrative va faire que ton dossier il sera traité après tes 18 ans. Oh merde, et du coup OQTF, c'est n'importe quoi, vraiment. C'est dans ce même dynamique de politique de migratoire de merde, quoi, vraiment, genre. Et là où ça peut, c'est un lien de toute façon avec notre émission qui parle de répression et tout ça, mais c'est un lien avec l'enfermement d'un point de vue plus strict aussi, parce que c'est cette chasse aux étrangers et étrangères qui conduit des gens dans les CRA, les centres de rétention administratifs, qui sont concrètement des prisons, dont il est question en ce moment d'allonger encore les délais où les personnes peuvent être enfermées dans ces centres. Actuellement 90 jours. Voilà. Et ça a fait qu'augmenter ces dernières années. Ouais, ça avait été augmenté déjà il y a 3 ans, je pense, sous Macron en tout cas. Je crois que c'était Gérard Collomb. Mais du coup, c'est juste si voter des lois comme ça tous les 3 ans, on l'a déjà augmenté, ça n'a aucun sens. Et le principe d'enfermer des gens des personnes parce qu'elles n'ont pas les bons papiers que l'administration a donnés, juste c'est pas entendable, quoi. Totalement. Et puis non, pardon. Mais ouais, et le CRA, il y a plein de témoignages, il y a plein de brochures, on pourra vous donner plein de ressources là-dessus, mais en fait, c'est le CRA, c'est pire que la prison, et il y a plein de gens qui te diront qu'ils préfèrent passer 30 ans en tôle que 3 mois en CRA, et la répression raciste, elle est bien présente, et il y a aucun témoignage. Enfin, il y a des témoignages, mais il y a très peu de visu sur ce qui se passe en CRA, et que vraiment c'est vraiment dégueulasse. Et le fait il y a des projets de construction de CRA encore là. À Nantes. Exactement. Il faut lutter. Il y a une assemblée générale, je crois, qui s'est constituée à Nantes contre ce CRA et qui se réunit régulièrement en ce moment. Donc si ça vous intéresse et que vous nous écoutez peut-être depuis Nantes, je sais pas. D'ailleurs, pour tous ceux qui débarquent, ça se trouve vous êtes en voiture, ça se trouve vous êtes dans votre cuisine, ça se trouve vous avez juste mis la radio 94 MHz. Et c'est Canal B en fait. On est l'émission 94 degrés à l'ombre. Il est 13h42 et on est en train de faire la deuxième partie de l'émission qui est le point info. Donc on parle politique, on parle des informations sur les prisons et tous les lieux d'enfermement en fait. Et puis c'est juste après, juste avant en fait on avait les dédicaces qui permettent de maintenir du lien entre les détenus à travers des messages interposés, des dédicaces, des sons. C'est du soutien hyper matériel et hyper concret, quoi. Est-ce que vous voulez qu'on parle, parce que j'ai entendu qu'on parlait de racisme, donc peut-être qu'on peut enchaîner sur le point suivant. Tim, tu voulais nous parler de ce qui s'est passé hier ? Du coup, hier, il y avait la journée internationale de lutte contre le racisme et le fascisme. Et voilà, donc à Rennes, il y avait une marche typiquement qui a rassemblé pas mal de monde. Je voulais aussi en parler pour faire le lien avec la tôle et avec la répression en général. Et notamment l'idée que le système judiciaire est pas un truc autonome et indépendant des autres autorités de l'État et notamment de la police. C'est pour ça qu'on parle en général de chaîne pénale, dans le sens où les personnes qui arrivent devant les tribunaux, c'est les personnes avant qui ont été appréhendées par les keufs, et on sait les oppressions racistes et classistes qui sont mises en œuvre par les keufs. Le contrôle aux faciès. Exactement. Et du coup, c'est pour ça que l'autorité judiciaire, elle est absolument pas hermétique elle est pas hermétique à ces biais racistes, etc. Et de fait, elle participe aussi à ces oppressions-là. Parce que je dis ça parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui savent que la police est raciste et qu'elle contrôle essentiellement des personnes non blanches ou pauvres. Mais il y en a peut-être moins qui savent que la justice pénale, elle aussi s'inscrit là-dedans de fait, parce qu'elle juge les personnes qui ont été arrêtées par les keufs et qu'elle produit les mêmes choses, quoi. Même le fait aussi, moi, que
ça m'énerve de fou malade à chaque fois que je vois des audiences, ou même moi quand je suis passé en audience, c'est le fait de te développer tout ton casier judiciaire comme si déjà tout ce que tu as fait avant, en fait, tu l'as déjà payé. Mais en fait, tu vas payer encore sur l'affaire qui est jugée en cours, parce que ça va aggraver, en fait. D'un côté, ça donne des trucs, mais moi je trouve ça dégueulasse, en fait, quand on te rabâche sans arrêt ton passé. C'est quelque chose moi qui m'énerve profondément. Et ça me faisait penser un peu à ça quand tu me disais, quand tu développais ton... Ouais, totalement d'accord. C'est carrément, du coup, il y a une surreprésentation des personnes racisées en prison. Et faut le savoir, et savoir que ces biais racistes existent. On fait du lien avec plein de trucs, mais avec les OQTF, avec les politiques migratoires répressives, ça amène à des discours fascistes de dire que c'est que les personnes racisées qui font des délits ou des crimes. C'est faux. Voilà. Déjà, encore une fois, ça essentialise les personnes, et ça amène à des discours politiques vraiment fascistes. Petit coucou à Némésis. C'est pas en Némésis, c'est quoi Némésis ? Collectif fémonationaliste, où en gros leur activité principale c'est d'aller faire des sortes de happening à des manifestations féministes pour se montrer et crier des slogans racistes en mode pour elle, en gros, pour la sécurité des femmes, et voilà, il faudrait qu'il y ait faudrait supprimer les Noirs et les Arabes de France, en gros. Parce que le problème, c'est pas les hommes, en fait, c'est, je cite, c'est les Noirs et les Arabes, parce que c'est eux qui violent dans la rue, bien sûr. Donc en gros, elles, ce qu'elles font, c'est d'aller chercher tous les faits divers, tous les cas d'agression qui auraient été produits par des personnes racisées, ou supposées d'ailleurs, parce que... En tout cas, voilà, c'est ce que tu viens de me dire là. Je veux dire, quand on connaît vraiment la réalité des choses, non, je sais pas où cette personne a eu ces informations, mais qu'elle retourne s'informer, parce que sur CNews et BFM, je pense. Regardez plus BFM alors. Et du coup, et tu parlais de la surreprésentation des personnes racisées et pauvres en tôle. Et il y a aussi un traitement différent, grave. Dans le sens, notamment je pense à la pratique religieuse. Il y a régulièrement en tout cas, ça arrive qu'il y ait des femmes qui soient placées dans des quartiers pour personnes radicalisées parce qu'elles ont porté un voile avec leur serviette ou des choses comme ça. Sur tout simplement le placement dans les quartiers pour personnes radicalisées, qui est hyper arbitraire, et en général juste t'es arabe, c'est un peu chaud, quoi. Et voilà, et la pratique de la religion qui est hyper restreinte. Norman, tu voulais intervenir ? D'ailleurs, pareil là, j'ai oublié, excuse-moi. C'est vrai que je parle pas fort aujourd'hui là. Je suis un peu fatigué de ma semaine. En tout cas, Hanan, si t'es derrière ton poste de radio, Tarmi, petit salam à toi. Et d'après ce que Hanan me disait, en fait, même au U2, c'est un peu l'impression qu'elle a, en tout cas qu'elle m'a partagé. C'est limite, ils mettent les gens, les petites meufs entre catégories et catégories, en fait, au sein des prisons, quoi. Ouais, voilà, en fait, les rebeux avec les rebeux, les trucs, machin, en fait, c'est... Voilà, ils regroupent tout le monde, en fait, par ethnie ou par... c'est un peu l'impression qu'elle avait. Ouais. Et, d'ailleurs, par rapport au respect des pratiques religieuses des gens, vous n'êtes pas sans savoir que là, du coup, on est en plein ramadan, que c'est particulièrement difficile pour les personnes qui veulent faire le ramadan en prison et dans les lieux d'enfermement. Donc, bon courage à tous et à toutes. On pense fort à vous. Même en France en général, c'est toujours quelque chose qui est très compliqué, même dans les écoles pour les enfants. Dans plein d'endroits, c'est pas respecté. Mais c'est vrai qu'en détention, c'est franchement force à tous les musulmans qui font le ramadan, parce que c'est vraiment quelque chose. Moi, ça m'impressionne en tout cas. Moi, je voulais enchaîner, si vous voulez bien. J'avais un petit texte à vous lire que j'ai trouvé sur expansif.info.
Okay. C'est un média rennais, expansif.info, où tout le monde peut publier ses articles. Il y a quand même une petite modération, mais globalement, tout ce que vous mettrez, ça sera publié du moment que c'est militant et que c'est intéressant. Genre, qui est-ce qui jugera si c'est intéressant, j'en sais rien, mais voilà. Vous pouvez publier vos articles en tout cas. En gros, c'est un article qui a été publié par le CRAC en 2021. Alors c'est quoi le CRAC ? C'est le collectif rennais anticarcéral, qui n'est plus actif actuellement, mais on pourra en reparler juste à la fin de ce texte. Je vous expliquerai un petit peu comment faire si ça vous intéresse. Je vais pas tout vous lire parce que c'est assez gros. Donc moi c'est le chapitre « Pourquoi l'anticarcéralisme ?» En France, il n'y a jamais eu autant de personnes enfermées en temps de paix. La population carcérale augmente plus vite que la population. En 40 ans, elle a doublé pour arriver aujourd'hui à environ 75 000 personnes enfermées. Suivant une même logique, le nombre de prisons et le nombre de places ont aussi augmenté. Et derrière cet éternel refrain de l'encellulement individuel promis par les créations de places, nous pouvons que vomir d'hypocrisie. Pour exemple, la nouvelle maison d'arrêt de Valence, inaugurée en 2015, où les circuits et prises électriques des cellules ont été pensés pour maximum 2 personnes. Derrière son rôle affiché de punir et réparer les torts commis par les individus, le système carcéral est régi par les logiques économiques du capitalisme. Quelle opportunité en or pour les marchés fonciers. Depuis la construction de ces cages par l'obtention de contrats publics et privés, passant par les services nécessaires au bon fonctionnement de l'institution, ménage, cantine, entretien des infrastructures, etc., la prison est une pompe à fric pour quelques porte-monnaies d'ores et déjà connus, Vinci, Bouygues, Elior, Renault, EDF, et j'en passe. Port-monnaie, PORC, à l'affût et zélé, puisque les prisonniers et prisonnières sont la main-d'œuvre légale la moins chère qui soit. Pas de code du travail, des conditions de travail extrêmes et malléables à souhait, et chantage ou pression sont le commun des travailleurs, travailleuses enfermés. Nous sommes anticarcéralistes car nous n'avons aucun désir punitif à assouvir et sommes persuadés que l'existence du système carcéral est incapable de répondre intelligemment aux problèmes auxquels la société doit faire face. Pire, il les perpétue. La prison, à l'image de la société, reproduit des discriminations sexistes, racistes, transphobes, classistes, validistes et psychophobes. Elle enferme celles et ceux qui ne se plient pas à la coercition législative ou qui ne peuvent pas s'y plier. Là est sa formation principale, c'est pourquoi l'anticarcéralisme et nous-mêmes nous opposons tout autant au projet d'humanisation entre guillemets du système carcéral. Le CGLPL incarne parfaitement l'échec du réformisme, réduit à la dénonciation permanente des violations des droits des humains. CGLPL, c'est contrôleur général des lieux de privation de liberté. Nous refusons de nous contenter d'une expertise de l'horreur sans chercher à créer un rapport de force. On ne rendra pas la tôle plus humaine puisqu'elle sert de reproduction d'un ordre social génocidaire et écocidaire. Nous sommes anticarcéralistes car la prison n'a jamais été gage de la protection de la société, mais bien d'un ordre social, exerçant sa violence sur les classes les plus appauvries et précarisées. Violence qui s'exerce à l'extérieur par la police et la justice, mais bien aussi à l'intérieur par le mitard, les différentes formes d'enfermement, selon les catégories, je cite, et surtout les morts en prison, dont on a parlé d'ailleurs en début d'émission. Les violences pénitentiaires sont atroces et toujours invisibilisées. Nous parlons d'un décès tous les 3 jours en prison. Vous imaginez, tous les 3 jours, c'est un truc de ouf. Que ce soit un suicide ou bien une mort suspecte, je cite encore une fois. Dans la plupart des cas, il est question de torture blanche. Exclusion sociale, exploitation d'un travail sous-payé, insalubrité, accès aux soins désastreux, arbitraire de l'administration pénitentiaire et ses sbires, promiscuité, privation sensorielle, discipline, passage à tabac et meurtre, et sans compter la surpopulation. Jusqu'à parfois 4 personnes dans une cellule de 9 mètres carrés. C'est un truc de ouf, c'est inhumain. Ce sont suffisamment de réalités pour souhaiter l'abolition de ces institutions punitives. Pour nous, le système judiciaire et la prison sont cette épée au-dessus de chacune de nous. Cette menace ultime qui régit nos interactions sociales, nos rapports au travail, à l'argent. C'est la menace qui nous pousse chaque jour à suivre les règles que l'on nous impose. 2 points. Aller au travail, payer notre loyer, rembourser nos crédits.
Nous pensons que l'abolition des prisons doit se penser dans une perspective révolutionnaire. Chaque jour, l'État se durcit, s'arme et se radicalise. L'accentuation punitive actuelle est absolument en cohérence avec les lois liberticides et le recul des droits sociaux. Il ne fait aucun doute non plus que ce durcissement est aussi le résultat d'un lobbying de l'industrie sécuritaire et que l'outil antiterroriste exacerbe des désirs répressifs envers les étrangers et étrangères et les personnes racisées. Voilà. Et du coup, le CRAC propose 3 manières d'agir. C'est informer et s'auto-former, donc par le partage de lectures, de témoignages, de documentaires, etc. Dans l'espace public si possible, à la radio ou en lieu ouvert. J'ai l'impression que c'est ce qu'on fait un peu aujourd'hui. S'entraider par le soutien juridique, administratif, politique et émotionnel entre personnes subissant des violences carcérales et lutte en contre. Donc voilà. Et promouvoir la pensée anticarcérale par l'action de rue, la diffusion dans le mouvement social et l'organisation d'événements publics. Donc voilà, c'est 3 leviers d'action. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que c'est cool en vrai comme manière de réfléchir. Carrément. Et du coup, merci de la lecture du texte. Mais oui, on m'a parlé de ça m'a fait chaud au cœur. Et puis si vous voulez vous impliquer dans la lutte anticarcérale, notamment à Rennes, mais il y en a aussi à Paris, il y a la coordination anticarcérale qui a un peu repris le travail du CRAC, mais peut-être avec d'autres manières de travailler, j'en sais rien, mais qui s'organise et qui s'auto-organise, c'est ça qui est important, avec des personnes notamment qui sont incarcérées, qui en font partie, qui ont été incarcérées, pardon. Ouais. Voilà. Mais merci Camille pour ce petit texte. Je crois qu'on avait un dernier point aussi sur ce qui se passe à Rennes. Tu veux nous en parler ? Ouais, c'est du coup un petit rendez-vous en début de semaine prochaine. Alors, du coup, c'est le SPAR qui est du coup le collectif de soutien psy anti-répression Rennes et alentour qui s'est constitué il y a 1 an environ. Dans une optique, en gros, c'est pour l'instant 4 personnes qui sont soit qui ont des formations médicales psy, soit qui sont juste des personnes militantes, qui ont décidé de proposer la constitution de groupes de parole entre personnes soit témoins, soit victimes de violences policières. Et les violences policières, elles sont après dans la continuité des violences judiciaires et des violences carcérales, donc tout ça est très très lié. Et du coup, la FRAP, le Front Révolutionnaire Antipatriarcal, qui est un collectif qui, entre autres, s'engage dans le féminisme anticarcéral, va faire un feat avec le SPAR. Ce sera le mardi 25 à 18h aux Ombres Électriques, 10 rue des 30. En gros, pour la présentation du collectif SPAR et de leur action à Rennes et discussion autour de ce sujet-là. Voilà. Je note. Quelque chose ce soir aussi ? Ouais, je crois qu'ils ont un atelier, également une table ronde pour parler de répression et de dégâts que ça cause, que ce soit physique ou mental. Hein, je crois que c'est ce soir. C'est ce soir, je crois. Ouais. Et trop bien. Il y a pas mal de personnes qui nous ont contactés parce que forcément ça les impactait beaucoup, l'enfermement d'un proche, que ce soit un enfant, un ami, etc. Est-ce que vous pensez que ça peut être adapté, grave. De ouf. Okay. Moi je pense que c'est vraiment une bonne solution. Et rien qu'aller voir comment ça se passe, ça peut être cool. Ouais. Il y a toujours moyen de les contacter, mais pour l'instant ça reste un petit collectif et de gens qui ont assez peu de temps à donner malgré tout. Donc pour l'instant c'est vraiment concentré sur le soutien psy, sur les violences policières. Mais déjà c'est un collectif qui est rejoignable, donc n'hésitez pas à les contacter pour les aider. Et je pense que leurs activités vont peut-être se diversifier, mais en tout cas pour l'instant, malheureusement, pas l'énergie et pas assez de temps. Ouais. Moi, je suis désolé, je vous coupe, mais l'heure avance, il nous reste 1 minute pour rendre l'antenne. Si tu veux dire un dernier truc, Norman. Moi, je voulais juste faire un petit big up aux E2 qui connaissent l'enfermement total depuis 15 jours. Là, big up. Donc force à vous les filles. Je sais que se retrouver cloisonné du jour au lendemain comme ça, sans explication réelle, ou on s'y attendait peut-être, mais voilà, en tout cas, force à vous, parce que même, on m'a dit que même du rap, en fait, elles n'ont même plus droit au rap, elles n'ont plus droit à rien du tout. À croire que la gamelle, c'est Georges V ou je sais pas quoi. Ouais. Enfin bref, voilà. Force gros big up. Ouais, big up. Allez, crève la tôle, vraiment la tôle. Crève la tôle. Force à vous tous. Salut tout le monde, ça fait plaisir en tout cas de parler de tout ça. Et puis plein de choses à dire encore une fois. N'hésitez pas à nous appeler si vous voulez participer au point info. Et puis, à nous contacter. Ouais. Exactement. Des gros bisous. Salut tout le monde. Salut les petits loups.